5 raisons qui m'ont poussé à quitter la France et 5 raisons pour lesquelles tu ne devrais pas quitter la France. On voit ça tout de suite, juste après l'intro. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai un secret à te révéler, tu vas voir, c'est en plein milieu de la vidéo. C'est fait exprès pour que tu regardes jusqu'au bout. Regarde bien jusqu'au bout. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. Aujourd'hui, ouais, je sais, je suis en mode lunettes de soleil. Alors, c'est pas pour me la péter ou pour me la faire Jean-Marie Corda avec ses vidéos à la con. C'est juste parce que, bah, tu vois, j'ai pété mes lunettes comme un con, tu vois. Tu vois, ça tient avec du scotch et un trombone. Alors, je les ai commandées, elles vont arriver, tu vois. Mais j'en ai marre d'avoir la gueule comme cette traviole. Et en plus de ça, je sais pas si t'as vu derrière, mais il y a un nuage bas, là, avec un soleil traversant. Ça m'éclate la tête, j'ai un mal de crâne pas possible. Du coup, lunettes de soleil oblige, j'espère que tu m'en voudras pas. Alors, comme tu le sais, je suis expatrié depuis 2015. J'ai quitté la France pour des raisons, voilà, hein, que j'ai un petit peu étalé vite fait, comme ça, tu vois, en disant, bon, c'est à cause de l'URSSAF, machin. Je t'expliquerai après en détail, après mes 5 raisons de quitter la France, je t'expliquerai, voilà pourquoi c'est le secret de ma vidéo. La première raison, elle est assez simple. C'est tout simplement, je suffoquais en France. Je vivais en fait dans un climat où je devais travailler, si tu veux, pour toujours payer les factures. Donc, c'est-à-dire, je travaillais, je payais mes factures, je retombais à zéro, je retravaillais, je payais mes factures, je retombais à zéro, etc., etc. Et ça, c'était suffocant. J'en pouvais plus. C'était toujours la même chose. Et j'avais l'impression, tu vois, de jamais pouvoir passer le plafond de verre. Quoi que je fasse, il y avait toujours quelque chose qui venait bloquer ça. Pourtant, j'étais artisan, enfin, j'étais entrepreneur, hein, j'avais 2 sociétés dans le bâtiment qui tournaient assez bien. Je faisais plusieurs millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Enfin bref, tu vois, ça fonctionnait bien. Je travaillais 80 ou 90 heures par semaine, donc tu vois, je cravachais comme un enculé. Bref, j'avais du personnel, j'avais des voitures de fonction, du matériel, etc., entrepôt et je t'en passe. Bref, ça fonctionnait plutôt bien sur le papier, mais en réalité, bah, je grattais un peu le fond du pavé, quoi, tu vois. C'était toujours une tannée, et pour avoir un salaire, disons, un petit peu, voilà, supérieur à la moyenne, on va dire aux alentours de 4 000 à 5 000 euros par mois, et ben, voilà, tu vois, c'était à chaque fois une tannée. À chaque fois, je passais mon temps, je te dis, à faire ça, je cravachais comme un enculé, pour payer mes factures, pour payer mes charges, pour payer mes cotisations sociales, pour payer ci, pour payer ça. Je retombais à la fin du mois, boum, à zéro, encore une fois. À l'époque, j'avais 4 enfants en bas âge, tu vois, à nourrir, machin, des immeubles, des investissements, des trucs à droite à gauche. Donc voilà, je construisais également mon patrimoine, tu vois, en faisant ça. Mais vraiment, j'avais toujours cette impression, tu vois, du race to zero, en fait, tu vois, de toujours continuer à courir comme bébé et le coyote, tu vois, pour jamais rien obtenir en fait au final. Enfin, rien d'immédiat en fait, si tu veux. Pas de jouissance immédiate de ce que j'avais gagné. Toujours devoir travailler pour payer, travailler pour payer, travailler pour payer. Bref, au bout d'un moment, tu sais, la capsule, elle a pété, quoi. Deuxième raison qui m'a fait quitter la France, c'est la jalousie des autres. Alors ça, c'était incroyable. Au début, bah, tu vois, j'étais ouvrier simple, machin, tu vois, monteur électricien, donc tu vois, j'attirais pas la convoitise, hein, tu vois, tout le monde s'en foutait de ma gueule, hein, que je parte à 6 heures du matin, que je rentre à 8 heures le soir, tout le monde s'en foutait en fait. Mais dès l'instant où j'ai commencé à avoir, tu vois, plusieurs sociétés, que j'ai commencé à, voilà, à rouler dans des belles bagnoles, tu vois, parce que c'est le seul plaisir qu'on a en France en fait. Quand t'es artisan, le seul plaisir que tu peux te permettre, c'est d'acheter une bonne voiture en fait. Donc moi, tu vois, j'étais pro BMW, tu vois, donc j'ai eu tous les modèles BMW. Bref, mais à chaque fois, si tu veux, c'était des leasing en fait sur ma société, donc il y avait rien d'extraordinaire en fait. C'était un espèce de, tu vois, d'apport en nature en fait. Le seul bénéfice en fait des entrepreneurs. Et je pense que si t'es entrepreneur en France, en tout cas si t'es artisan dans le bâtiment, je pense que tu vas me comprendre, parce que c'est vraiment le seul bénéfice que tu peux en retirer finalement. Rouler dans une belle bagnole,
Voilà, rien de plus, rien de moins. Avoir une belle montre, tu vois, des belles sapes, parce que ça aussi, tu vois, j'arrivais un petit peu à le passer sur ma société. Tu vois, tous des trucs un petit peu comme ça, tu vois, des trucs un peu surfaits en fait finalement, euh, qui, euh, qui au final ne comblent pas ta vie, quoi. Tu vois, toi, t'es juste content de l'avoir, tu vois, voilà, t'es content d'en profiter, tu vois, je dis pas le contraire. Mais le problème, c'est que ça attire les convoitises des uns et des autres, et tout le monde se tape des films sur toi. Tu vois, tout le monde pense que bah, soit t'es un escroc, alors moi c'est l'étiquette que j'avais, hein, tu vois, l'escroc de service, hein. C'est pas possible d'avoir de société, je sais pas quoi, ni ta mère, enfin, voilà, c'est tout à fait possible, j'avais des associés, j'avais des partenaires, etc. Donc c'est tout à fait possible d'avoir 2, 3, 4, 5, 10 sociétés, donc c'est pas le problème. Mais forcément pour le teubé de service, eh ben, c'est pas normal. Alors le gros problème aussi que j'avais, tu vois, je dois te dire, c'est que bah, j'étais un peu le riche du quartier, quoi. Donc ça c'est un truc à jamais faire en France. En gros, quand tu commences à gagner du pognon, enfin un peu plus de pognon que les autres, bah il faut te déménager en fait dans un endroit où les gens gagnent à peu près pareil que toi. Parce que dès l'instant où tu vas gagner un petit peu plus qu'eux, eh ben bah t'es en fait l'attraction du village, quoi. Tu vois, l'attraction du quartier. Tout le monde te regarde, tout le monde voilà se demande comment est-ce que tu arrives à faire ton fric, mais pas en mode tiens je vais lui demander comment il fait, comme ça je vais essayer de faire pareil. Non, non, c'est en mode espèce d'enculé, va. Et ça a toujours été comme ça. Et le problème, c'est qu'ils avaient même pas les couilles de me le dire, parce que vu mon gabarit, tu sais, en gros, t'as pas envie de me raconter grand-chose, quand c'est de la merde surtout. Donc en fait, ils parlaient dans mon dos, machin, je finissais par le savoir. Enfin bref, ça me mettait la haine. Et au final, ben, je fréquentais plus personne, en fait. Voilà un petit peu ce qui se passait autour de ma vie. Alors, tu peux penser que j'étais le connard de service, mais crois-moi, c'est pas le cas. Tu vois, j'ai toujours été le mec plus ou moins agréable, voilà, mais sauf que moi, je supporte pas les cons, quoi. Tu vois, c'est un peu mon problème, tu vois. C'est que j'ai tendance à, enfin, quand je vois un con, en fait, j'ai tendance à lui dire. Donc, tu vois, on peut me reprocher plein de trucs, mais pas de ne pas dire la vérité. Voilà, c'est ça. Et le français n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Il aime pas qu'on lui dise que c'est un abruti. Il aime pas qu'on lui dise que s'il est pauvre, c'est de sa faute. Il aime pas la vérité, en fait. Il préfère le mensonge, se conforter dans son putain de mensonge. Et c'est pour ça qu'il a voté Macron, d'ailleurs. Donc voilà, hein, désolé pour l'amalgame, mais c'est la vérité. Troisième raison, les raisons familiales. J'avais l'impression que mes enfants n'étaient pas en sécurité. Alors tu peux me dire encore une fois que c'est surfait, que c'est machin, qu'il faut pas subir, tu vois, le climat d'insécurité qu'on essaye de, de, de t'injecter avec la politique, etc. Mais crois-moi, moi je subissais pas ça. Je voyais simplement ce qui se passait autour de moi. J'habitais dans un petit village de 4000 habitants et pourtant, je trouvais que mes enfants n'étaient pas en sécurité. Alors, les trottoirs, ils étaient larges comme ça. Tu vois, donc ils marchaient sur le trottoir et les bagnoles qui passaient à côté, des camions, tu sais, les camions avec les gros troncs d'arbres, là, tu sais, qui passaient à ras de leur gueule, machin. Moi, je flippais à chaque fois, tu vois, je me disais, putain, mais un de ces quatre, tu vois, l'autre, il va le faucher, tu vois, tu sais, sur le trottoir, tu vois, carrément. Parce que carrément, les bûches, en fait, passaient au-dessus du trottoir, quoi, c'était ouf. Moi, j'habitais, en fait, un angle, en plus de ça. Donc, vraiment, les camions venaient raser ma façade. Et donc, mes enfants, quand ils sortaient de chez moi pour aller vers le village, pour aller à l'école, pour aller au parc, pour aller faire je sais pas quoi au cinéma ou autre chose, parce que c'était un village assez équipé, en fait, il y avait pas mal de choses. Mais dès qu'ils sortaient, j'avais toujours, tu vois, cette appréhension qu'ils se fassent faucher par une bagnole, et puis il y a eu des histoires aussi avec des espèces d'enlèvements, des trucs bizarres, machin, tout ça. Ça, c'est tout des trucs, tu vois, franco-français, quoi, encore une fois. Alors, bah, je connais pas tous les pays, mais j'ai vécu au Maroc, par exemple, il n'y avait pas ce climat d'insécurité. Donc en France, tu vois, toujours ce climat d'insécurité, toujours, enfin, tous mes gosses se sont fait racketter, hein, tu vois. Alors moi, je voyais ça un peu en disant, putain, vous êtes faible, merde, tu vois, je vais vous apprendre à vous démerder. Mais en fait, ça devrait pas exister, la vérité. C'est que t'as pas besoin d'apprendre le full contact à ton gamin quand même pour qu'il puisse aller au parc tranquillement, tu vois, jouer avec ses potes, quoi. Tu vois, donc tout ça, c'était pas normal. Et pourtant, j'habitais dans un petit village. Alors je me dis, heureusement que j'habitais pas à Lyon ou Grenoble, tu vois, j'étais dans le sud-est,
ou pire, Paris, Marseille, Lille. Moi, je suis natif du Nord, je me dis, mais heureusement que j'ai pas élevé mes enfants à Dunkerque. Tu vois, je suis natif de Dunkerque. Dunkerque, c'est insécurité à mort, quoi. Je le sais, tu vois, j'y ai grandi, quoi. Donc, voilà, ce climat d'insécurité, je le trouvais anormal, disproportionné. Et franchement, voilà, pas cool, tu vois, pour mes gosses. Je rêvais de mieux pour mes enfants. Et je voulais vraiment, voilà, sans les mettre dans une bulle dorée, leur trouver un endroit bah, où ils pourraient s'épanouir plus facilement, avoir des copains, des copines, qui puissent sortir, voilà, dans la rue comme ça ou dans le quartier, sans risquer quoi que ce soit, qui puissent jouer en vélo, qui puissent, voilà, faire ces trucs-là en fait facilement et en toute autonomie. Pas besoin que moi ou mon épouse soit derrière pour vérifier que tout va bien. Vraiment qu'ils soient libres de pouvoir grandir et s'épanouir comme ils le souhaitent. Et ça, vraiment, c'est ce qui m'a fait aussi, voilà, quitter la France parce que c'était plus possible, quoi. Quatrième raison, les classes sociales. Alors, voilà, je vais parler en généralité, mais en tout cas, moi, je te parle de ce que j'ai vécu. À l'époque, mon épouse était femme au foyer parce qu'on avait quatre enfants à charge, quatre petits-enfants, hein, tu vois, ils avaient moins de 10 ans. Donc forcément, tu vois, le choix, en fait, a vite été clair dans notre vie. Ma femme est restée à la maison pour s'occuper des enfants plutôt que d'aller travailler, devoir payer une nourrice ou la garderie ou je sais pas quoi en plus, qui finalement aurait été à peu près équivalent à ce qu'elle aurait pu gagner en fait dans un job classique. Donc financièrement, intellectuellement et aussi en termes de confort, c'était plus simple en fait qu'elle reste à la maison. Et moi, j'étais tout à fait fier de ce qu'elle faisait pour la famille. Tu vois, j'étais fier et reconnaissant, tu vois, pour ça. Je crois enfin, mon épouse, je vais pas la faire témoigner, mais enfin, tu vois, elle a toujours été soutenue, en tout cas de mon côté, voilà, pour s'occuper de nos enfants, tu vois, de notre famille. J'ai toujours été fier de ça. Mais dans la société française, être une femme au foyer, c'est être une sous-merde, en fait. Parce que je voyais bien en fait comment ça se passait au niveau de ses copines, machin, tout ça. Ils me disaient tous, ah, t'as du courage, rester à la maison. Mais ferme ta gueule, ouais. Quoi tu parles, quoi, tu vois? Où il y a plein de gonzesses qui lui disaient, ah ouais, bon, moi je préfère aller travailler. Bah ouais, grosse feignasse, tu vois, quoi, plutôt que de t'occuper des gosses que t'as pondus, espèce de connasse, hein, tu préfères aller te cacher dans un emploi salarié, quoi. Donc, tu vois, il y avait tout ce truc-là, tu vois, et ce manque de reconnaissance, tu vois, quoi, des femmes au foyer, des femmes qui s'occupent de leur famille, putain de merde. Elle est aussi visible au niveau de l'État, si tu veux, au niveau de la sécurité sociale, au niveau, tu vois, de la retraite, au niveau, tu vois, de tout, quoi. En fait, quand tu veux même retrouver un emploi après avoir eu une vie comme ça de femme au foyer, bah t'es montré du doigt, tu vois, t'es visé comme de la merde, parce que pendant 10 ans, t'es resté à la maison, donc t'es plus bonne à rien, quoi. Et ce truc-là, je te jure, j'avais du mal à le digérer, moi, parce que moi, je le voyais ça comme une faveur qu'elle me faisait, tu vois, euh, comme, euh, tu vois, un privilège, quoi, tu vois, c'est un truc supérieur, en fait. Voilà, ça n'a pas été le cas avec mon ex-femme, par exemple, tu vois, elle refusait de faire ça, parce que, tu vois, elle se voyait mal à la maison, je sais pas quoi, alors qu'on avait qu'un gosse. Mais tu vois, mon épouse, elle, c'est pas une femme comme ça, tu vois. C'est une femme, tu vois, quoi, qui prenait à cœur ses responsabilités, qui voulait élever ses enfants, enfin nos enfants, qui voulait leur donner la meilleure éducation. Et donc, ben, on n'est jamais mieux servi par soi-même, quoi, tu vois. Au bout d'un moment, alors moi, j'ai rien contre les femmes actives qui vont travailler, machin, et tout ça. Mais crois-moi, être femme au foyer, c'est plus que être femme active. Parce que moi, mon épouse, elle commençait à 7 heures le matin, et à 21 heures, elle était encore au turbin, en fait, encore à travailler, parce que bah, il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper des enfants, il faut ci, il faut ça. Et tu sais, quand ils rentrent de l'école, bah, et voilà, il y a les devoirs, il y a les ci, il y a les ça. Quand tu les as mis à l'école, bah, il y a le ménage de la maison, il y a préparer à manger, s'occuper de la logistique, les courses, les machins, les bidules. Enfin, je veux dire, c'est un rude boulot, quoi, tu vois. Et je comprends pas qu'en France,
ce statut de femme au foyer était autant dévalorisé, autant vu comme ringard, comme archaïque. Et puis moi, j'étais vu un peu comme, si tu veux, l'exploitant, quoi. Tu vois, comme si je séquestrais ma bonne femme à la maison, tu sais, pour qu'elle s'occupe de la famille et des enfants. Alors que nous, dans notre couple, c'était un choix, quoi, tu vois. C'était un choix qui était plutôt bon stratégiquement, parce que nos enfants sont bien élevés. Et aujourd'hui, c'est notre fierté, putain. Enfin, je sais pas, tu vois, mais même quand on a quitté la France, hein, quand on s'est expatrié au Maroc, ma femme a donné les cours à mes enfants, à mes deux filles, donc les cours du CNED, et ouais, aujourd'hui, enfin mes filles ont un niveau supérieur à n'importe quel gamin de leur âge. Voilà, clairement, parce que leur mère en fait a toujours été aware, tu vois, au courant, tu vois, de ce qui doit se passer et très stricte en fait dans son éducation. Et donc voilà, mes filles ont reçu une très bonne éducation grâce à mon épouse. Et moi, je suis très reconnaissant de ça, enfin, je trouve ça très valorisant. Et je voulais aujourd'hui, dans cette vidéo, pouvoir la mettre un peu sur un piédestal et lui dire merci, quoi, tout simplement. Elle le sait hein, déjà, mais je le dis ici publiquement. Voilà, merci pour ce que tu as fait, parce que bah, je suis fier aujourd'hui d'avoir des enfants bien éduqués, qui ont bien grandi, et, voilà, bien élevés, grâce à ce sacrifice. Et aujourd'hui, ma femme a repris voilà sa carrière professionnelle. Elle est dans le business aussi, elle fait du business online. Donc elle a des boutiques e-commerce, machin, ça fonctionne bien. Elle travaille et bref, tout va bien, quoi, tu vois. Mais elle a sacrifié une partie de sa vie pour ça. Et moi, je comprends pas qu'en France, on valorise pas ça, on donne pas des retraites, on fait pas ci, on fait pas ça. Non, elle aura le droit en fait à la retraite minimale. Et puis elle a beau cravacher bah, toute sa vie, de toute façon, elle rattrapera jamais le nombre de trimestres qu'il lui faut pour avoir une full retraite. Donc c'est complètement dégueulasse. Et c'est pour ça que voilà, la France, mine de rien, avec son système social, je trouve que c'est disproportionné pour certaines classes. Et bon voilà, je parle encore une fois de ce qui me regarde moi. Je suis sûr qu'il y a d'autres classes aussi qui sont dévalorisées comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est moi une des raisons qui m'a poussé encore une fois à quitter la France. Cinquième et dernière raison qui m'a poussé à quitter la France, et alors celle-là, elle m'a fait quitter la France en 3 mois, je te le dis, hein. C'est l'URSSAF, voilà, notre cher URSSAF. Alors si tu n'es pas entrepreneur en France, tu vas peut-être pas comprendre ce que je te raconte, mais fais un effort, tu vas voir, c'est facile à capter. En France, quand tu es entrepreneur, tu dois cotiser ben, pour ta retraite. Hein, même si de toute façon ta retraite tu l'auras jamais, hein, c'est toi qui vas la cotiser toi-même. Donc tu vas investir, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ou tu vas profiter des lois Madelin ou je sais pas quoi, tu vois, pour mettre de la thune de côté en gros, parce que sinon ta retraite elle va ressembler à ça, voilà. Grosso modo. Donc ça, tu le sais, de toute façon, dès que tu signes, en fait, hein, tu vois, on te prévient, de toute façon, voilà, tu comprends vite le système, et tu sais très bien que de toute façon, si tu es artisan, va falloir te démerder tout seul. La retraite, aujourd'hui en France, elle est encore disponible pour les salariés, et encore, hein, on ne sait pas jusque quand. Elle n'arrête pas de moduler en plus de ça. Un coup, c'est 65, hein, bientôt, ça va être 70 piges, le départ en retraite, et c'était 42 ans de cotisation. Bah, bientôt, ça va faire 50 ans. Hein, tu vois, tu vas devoir travailler jusqu'à temps que tu ne respires plus, quoi. Donc, bon, voilà. Moi, je ne veux pas faire de politique ici, mais je veux juste expliquer, moi, ce qui m'a déclenché le truc. Il faut savoir qu'en fait, j'avais deux entreprises. Donc, j'avais une entreprise où j'étais profession libérale, j'étais maître d'œuvre. Donc, hein, c'est un peu comme architecte, mais sans le diplôme. Et j'avais après une autre entreprise de travaux, donc comme artisan, hein, tu vois, j'ai été électricien moi la moitié de ma vie, et j'ai d'autres diplômes, voilà, et d'autres expériences qui m'ont permis d'avoir plusieurs corps d'état, tu vois, plusieurs cordes à mon arc, plusieurs corps d'état en travaux, et des associés qui m'ont permis aussi de complémenter ça. Donc en gros, j'avais une entreprise tout corps d'état et une entreprise profession libérale en voilà maîtrise d'œuvre. Donc il faut comprendre que je ne cotisais pas aux mêmes caisses. Donc j'avais bien sûr les cotisations sociales de base, donc la sécurité sociale, hein, c'est GCRDS, donc que je devais payer des deux côtés, tu vois, et les retraites. Sauf que les retraites, en fait, c'est unipersonnel, si tu veux, c'est pour toi. Donc tu dois payer en France la retraite obligatoire et la retraite complémentaire. Alors la retraite complémentaire, je ne sais pas pourquoi ils l'appellent complémentaire, parce qu'elle est obligatoire aussi.
Donc tu vois, c'est pas facultatif. Tu es obligé de payer deux retraites, une retraite de base et une retraite complémentaire. Sauf que moi, je la payais sur les deux sociétés. Je la payais d'un côté à la CIPAV, donc tu vois, pour les professions libérales, et je la payais de l'autre côté à ProBTP, donc pour le côté artisan du bâtiment. Donc tu vois, alors d'un côté, tu vois, c'était tout regroupé dans le RSI, à l'époque c'était le RSI, et d'un autre côté, tu vois, j'avais URSSAF plus CIPAV. Bon, moi je payais à ces trois organismes, en fait, si tu veux, tous les mois, mes cotisations, machin, par rapport au DNS, donc déclaration nominative sociale, qui était faite tous les ans par mon comptable. Et donc, tu vois, normalement, ça devait bien se répartir, si tu veux. Sauf qu'en fait, je me suis aperçu qu'au bout d'un moment, je payais plein pot, en fait, des deux côtés. C'est-à-dire que je payais une double retraite. Alors, double retraite complémentaire et double retraite obligatoire plus double retraite complémentaire. Donc, au bout d'un moment, moi, j'ai commencé à leur demander des explications. À dire, mais comment ça se fait qu'il y a ci, comment ça se fait qu'il y a ça? Parce que mon comptable, c'est pareil, lui, s'en est pas aperçu sur le coup. Et il m'a dit ça, je sais plus, 3 ans ou 4 ans après, en me disant, bon, bah, Seb, tu vois, c'est pas normal, toi, tu payes des deux côtés plein pot. Toi, il faut démêler le truc. Donc, c'était à l'époque où le RSI était en ballottage, tu vois, on savait pas comment ça allait finir, etc. Bref, je l'ai eu dans le cul, hein, clairement, voilà. Sauf que quand le RSI en fait s'est cassé la gueule, moi j'ai pas réussi à avoir, tu vois, récupérer en fait ce que j'avais trop cotisé en fait, tu vois, du côté de la retraite, etc. Donc je me suis dit bah c'est pas grave, ça va être rabattu, tu vois, de l'autre côté, ma cache quoi. Hein, je l'avais dans le cul bien profond. Donc moi, j'ai pas voulu me laisser faire, tu vois, en pensant que j'étais en France, j'étais dans un état de droit, donc je pouvais très bien attaquer au tribunal, voilà, la CIPAV, pour leur dire, bah c'est pas normal, tu vois, vous me demandez des cotisations, alors que j'ai déjà payé de l'autre côté, machin bidule. Le procès a duré pratiquement 3 ans. Voilà. Alors je te donne pas la sortie du procès tout de suite, je te parle de l'URSSAF maintenant. L'URSSAF, en fait, quand j'ai fait ça, ils se sont dit, ah ouais, c'est comme ça que ça s'est passé, du coup, on va lui faire un récap, en fait, de toutes ces années-là, et d'un coup, ils m'ont envoyé une cotisation récapitulative de 40 000 balles. Et ces 40 000 balles, j'avais une semaine pour les régulariser, parce que sinon, huissier, machin, bidule, tu vois. Donc, tu vois, moi, ça m'est tombé dessus, je crois, au mois de février, et j'ai pété un plomb, tu vois. J'ai appelé mon comptable en disant, mais c'est quoi ce bordel, machin, tout ça. Il m'a dit, bah ouais, mais c'est parce que comme le RSI, tu vois, a dézingué d'un côté, bah il rattrape de l'autre, tu vois. Donc voilà, et moi je me suis retrouvé en fait un récap de ouf, tu vois. Donc il m'a dit, non, mais t'inquiète pas, on va faire les déclarations, machin, tout ça, ils vont régulariser, ça va le faire. Non, non, ils voulaient toujours leur thune. Parce qu'en France, retiens bien ce que je vais te dire, avant de pouvoir réclamer ton droit, tu dois d'abord payer le putain de truc qu'ils te demandent, quoi. C'est comme quand tu chopes une prune sur le bord de la route, hein, t'as fait un excès de vitesse, t'as fait ci, t'as fait ça, même si tu veux contester parce que tu n'es pas d'accord avec le flic qui te verbalise, bah t'es obligé de payer ta putain d'amende, et après tu vas pouvoir réclamer, tu vas partir en procès pendant 1 an ou 2, et peut-être qu'à la fin tu auras gain de cause. Peut-être, peut-être. Et à la fin du compte, en fait, tu l'as toujours dans le cul bien profond, crois-moi. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvé, en fait, voilà, à devoir payer ce truc-là. J'ai payé. J'ai cravaché comme un enculé à travailler 100 ou 120 heures par semaine, je sais plus. Mais je travaillais comme un fou, tu vois. Je dormais jamais, je travaillais comme un malade. J'ai fini par payer ce putain de clé, alors hors délai. Donc, j'ai eu des pénalités en plus de ça. Donc, ils m'ont dit, ouais, mais quand vous aurez fini de payer, vous pourrez demander de récupérer vos pénalités. Mes couilles, ouais. J'ai jamais rien récupéré. Donc il a fallu que je les foute au tribunal. Donc je me suis retrouvé en fait avec 2 ans passés de procès avec la CIPAV et pratiquement 2 ans de procès aussi avec l'URSSAF. Donc à la fin, ces gros enculés là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben ils m'ont fait un espèce de petit récap. Alors au début avec la CIPAV, sans tribunal, je leur devais genre 25 000 balles. Et puis après, à la fin du procès, je devais plus que 4 000. C'est bizarre quand même. Hein, c'est comme chelou comme truc. Hein, tu parles de 25 000 et après c'est plus que 4 000. Donc voilà, alors les 4 000, j'ai refusé encore une fois de les payer en disant allez vous faire enculer, parce qu'avec tous les frais que moi j'ai foutu, tu vois, dans l'avocat et tout le bordel, les 4 000 balles, il y a déjà longtemps que je les ai payés, donc allez vous faire mettre. Donc ça, je les ai jamais payés. Et encore maintenant, ils me courent derrière au cul avec des putains d'huissiers pour payer ces 4 000 balles. Mais jusqu'à la mort, je les paierai pas.
Et l'URSSAF, bah, ces enfoirés, tu vois, avec ces 40 000 balles, ils m'ont remboursé 20 000 balles en disant que bah, les 20 000 balles restants, en fait, ils étaient pas trop sûrs de leur putain de calcul et que bah, tout le temps que j'étais encore entrepreneur, mine de rien, bah, ces 20 000 balles, ils les gardaient en sécurité, tu vois, au cas où j'arrêterais de payer mes putains de cotisations. Et je te jure, ça m'a fait vriller. Ça m'a fait vriller, tu vois. Et j'ai tout largué. J'ai vendu mes deux putains de boîtes. J'ai tout viré en France. Alors moi, je m'étais déjà barré, hein, tu vois, parce que 3 mois après, tu vois, je te dis, je me taillais vers le Maroc. En me disant, allez vous faire enculer. C'était pour ma santé que je suis parti. C'est la vérité, hein. Parce que j'étais au bord du burn-out. Tu vois, j'avais des barres de crâne pas possibles, la nuque qui se figeait. Bref, tu vois, je croyais que j'allais faire un anévrisme, moi, tu vois, ou un AVC, ou je sais pas quelle merde. Donc, tu vois, j'avais peur de ça, donc je me suis taillé à cause de ça pour reprendre une vie plus saine. Ces sociétés, j'ai eu la chance d'avoir des associés bah, qui se sont occupés physiquement. Moi, je m'en occupais que administrativement à distance. Mais dans les 2 ans, en gros, j'ai bradé ces sociétés. Alors, je les ai revendues à mes associés, donc je suis content pour eux. Aujourd'hui, ils font de la thune avec ça. Tu vois, je suis très content pour eux. Tu vois, c'est très bien. Moi, j'en ai pas tiré grand-chose malheureusement, malgré que j'ai fondé et créé toutes ces sociétés. Peu importe. Mais l'URSSAF, je leur ai mis un double fuck parce qu'après, j'ai arrêté de payer leur putain de cotisation et leurs 20 000 balles là qui m'ont tenu en garantie, bah, au final, ils m'ont fait le décompte quand j'ai arrêté et je suis retombé à zéro. Voilà. Grosso modo, j'ai plus ou moins réussi à récupérer ma thune, mais tu vois, je sais pas, en mode mafieux, quoi, tu vois, en mode, tu vois, je te fais du chantage, machin, tu vois, je joue avec les lignes comme ça du code civil, je rattaque avec mon avocat derrière pour bloquer les procédures, machin. Ça a été que ça pendant plus de 2 ans, alors qu'en fait, à la base, j'étais un putain de bon payeur. J'ai toujours payé rubis sur l'ongle tout ce que je devais. J'ai jamais eu de problème particulier pour ça. Mais la France m'a rendu ouf. Elle m'a rendu ouf à cause de ces putains de cotisations sociales. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'entends que les gens se plaignent, tu vois, du niveau d'impôt en France, etc., je me dis que les gens, en fait, sont complètement à l'ouest, quoi. Parce qu'en France, tu vois, le problème, c'est pas à la hauteur des impôts, en fait. Les impôts sont limite pas chers, en fait, en France. Hein, parce que même pour les sociétés, tu payes 25%. C'est pas énorme, en fait. Parce que quand tu regardes dans les pays les plus avantageux, hein, qui ont des infrastructures, tout ça, tu payes entre 15 et 20%, quoi, tu vois. Tu vois, il y a que certains Eldorado, Dubaï et compagnie, où tu payes rien ou pas cher. Mais il faut vivre aussi dans ces pays de merde, là. Donc, tu vois, c'est pas la France. La France, t'as beaucoup plus d'avantages que ça, tu vois. La vie, elle est plus cool, plus agréable, quoi. Donc voilà, tu vois, c'est soit tu te mets dans un gros pays de merde, un paradis fiscal où il y a rien, il n'y a pas d'infrastructure, il y a que dalle, tu te fais chier tout le long de l'année, soit tu acceptes de payer un peu. Et je trouvais qu'en France, mine de rien, 25%, c'était à peu près correct, tu vois. Mais ce qui est le truc d'enculé en France, c'est les cotisations sociales. Et en plus de ça, la France, sache, qu'elle va contre les lois européennes. C'est-à-dire que les lois européennes, en fait, te donnent le droit, en tant qu'Européen, de choisir ta sécurité sociale et ta caisse de retraite. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de cotiser au truc national, donc à l'URSSAF, à l'époque le RSI, au ProBTP, tout le bordel, tu vois, hein, la CIPAV et compagnie. Donc, tu vois, en fait, ils transgressent les lois eux-mêmes. Hein, les lois européennes sont transgressées en France, de ce côté-là en tout cas, en France. C'est un ancien état de droit et aujourd'hui, ben, t'as juste le droit de payer, fermer ta gueule. Donc, tu vois, ça m'a conforté dans mon idée de quitter définitivement la France et de plus jamais y refoutre les pieds. Voilà. Parce que, ben, moi, je vois ça comme un très beau pays, la France, mais rempli de cons. Rempli de cons. Et j'ai tendance à dire que si on devait foutre un point rouge sur la tête de chaque con en France, ben, on aurait qu'un putain de champ de coquelicots. Voilà ce que je pense de la France. Malgré tout, j'y retournerai probablement en vacances avec mes enfants, avec ma famille, tu vois, pour pouvoir profiter, parce que c'est un très beau pays, il y a de très beaux paysages, il y a tout, il y a la mer, il y a la montagne, il y a l'océan, bref, il y a tout, il y a le centre aussi qui est très joli, hein, tu vois, hein, voilà, les volcans, les ci, les ça, il y a une histoire, il y a un patrimoine, on y mange très bien, enfin bref, il y a plein de trucs, sauf les fruits du marché espagnol, là, mes couilles aussi, hein, donc voilà, tu vois, il y a des trucs merdiques aussi, mais il y a quand même de très bons trucs en France, il n'y a pas que des cons, hein, il y a des gens bien aussi, il y a des gens très bien, même des gens super bien en France, donc voilà, qui ont une bonne éducation, un bon mindset, une bonne
voilà, une bonne vie, tu vois, et je leur souhaite tout le meilleur à ces gens-là. Bref, qui pensent pas qu'à leur gueule non plus, quoi, tu vois, et qui cotisent, tu vois, quoi, pour la nation. Donc voilà, hein, tout à leur honneur. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une grande, voilà, une grande majorité de connards. Et puis rien que pour ça, ben, j'y refous plus les pattes avec plaisir, quoi. Voilà. Pour les rageux, vous pouvez me dire, ouais, bon vent, ciao, reste pas, machin, tu vois, ne reviens plus en France, connard, machin, tu peux me le dire, en fait, j'en ai rien à foutre. Moi, tu vois, je suis bien heureux, tu vois, je suis face au lagon, je te rappelle. Donc, tu vois, tout va bien pour moi. Cinq raisons maintenant pour que toi, tu ne quittes jamais la France. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en France, il y a plusieurs types de personnes, il y a plusieurs catégories sociales, il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs types de personnes. Et ce qui est cool, ce qui a de cool quand même en France, c'est que tu es à peu près encore libre de penser. Alors, tu es plus trop libre d'agir, t'as remarqué, hein, c'est de pire en pire, mais tu es encore à peu près libre de penser. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as une vie de merde en ville, bah, tu as toujours la possibilité de partir à la campagne. Et ça, c'est un gros avantage de la France par rapport à d'autres pays, parce qu'il y a plein d'autres pays, ça se passe pas comme ça. Si tu vas à la campagne, tu te retrouves dans des trous à merde, en fait, où il y a rien. Où il y a vraiment rien. T'as limite pas d'eau, d'électricité, d'internet. Enfin, tu vois, c'est vraiment la loose. Hein, il y a que dalle. Donc, c'est soit t'arrives à vivre en mode hippie, tu vois, survivaliste, tu vois, au fin fond de ta montagne avec ton panneau solaire, ton éolienne, tu vois, et ton puits à flotte, soit tu restes en ville. En France, c'est pas comme ça. Donc, c'est une putain de chance. Ça te permet voilà, si t'en as marre de la France, enfin, si t'en as marre, tu vois, de subir, tu vois quoi, les problèmes sociétaux en France, tu vois, même pendant le confinement, tu vois, ça a été le cas, tu vois. Tous les gens, en fait, qui ne supportaient pas, en fait, ces histoires de restrictions, tu vois, de couvre-feu, etc., sont partis à la campagne et s'en portent bien mieux, quoi, tu vois. Parce que à la campagne, la vie n'est pas comme ça. Moi, je le sais, j'ai grandi à la campagne. J'ai passé mon enfance et mon adolescence à la campagne. La vie n'est pas du tout la même qu'en ville. Donc voilà, si tu te sens mal euh, dans, en ville, en France, tente déjà, tu vois, d'aller à la campagne avant de t'expatrier, avant de partir, de changer de pays, de ci, de ça, parce que moi, enfin, je veux que ce soit clair avec tout le monde, je ne pousse personne à s'expatrier, au contraire. Tu vois, moi, rester en France, quoi, tu vois. Moi, je suis très bien à l'étranger, mais c'est moi que ça regarde, quoi, tu vois. Et puis, je veux dire, égoïstement, j'ai envie de te dire, moi, j'ai pas envie de voir les Français ici, tu vois. Donc, restez en France, les mecs. Hein, surtout, restez en France. Euh, il n'empêche que voilà, pour votre bien, si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-ci. C'est si vous n'êtes pas bien en ville, allez à la campagne. Et à la limite, bon, bah, si vous n'êtes pas bien à la campagne, bon, bah, essayez de changer de campagne, d'avoir une campagne un peu différente. Il y a vraiment de tout en France. N'hésitez pas à bouger, quoi. Ne restez pas coincé dans votre coin en vous disant, voilà, c'est la fatalité, je peux pas faire autre chose, machin. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous pouvez voilà, déménager et bouger très facilement. En plus de ça, enfin, il existe plein d'aides en France. Il suffit de trouver un travail à l'autre bout de la France, avec Pôle Emploi, vous êtes subventionné pour déménager, quoi. Je veux dire, c'est un des seuls pays qui te permet de payer ton putain de déménagement avec Pôle Emploi, quoi. Et ça existe encore, hein, crois-moi. Donc voilà, il faut bien chercher parce qu'ils te le filent plus aussi facilement qu'avant, mais ça existe encore. Donc voilà, vous avez quand même beaucoup de possibilités pour changer de vie en France en restant dans l'Hexagone. Donc profitez-en. Deuxième raison pour que tu restes en France, c'est il faut que tu te rendes compte que l'étranger, c'est pas la France. C'est pas la France avec, tu vois, avec un peu d'exotisme ou tu vois, un peu de culture différente, machin, tout ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Dès l'instant où tu vas passer la frontière, crois-moi, la différence, elle est flagrante. Alors, si tu vas dans les pays limitrophes à la France, tu vas pas avoir un changement de ouf. Hein, tu vois, en gros, c'est ce qui t'emmerde en fait en France, tu vas le retrouver dans ces pays-là. Donc s'expatrier, j'en connais beaucoup hein, qui s'expatrient en Espagne, tu vois, au Portugal, en Italie, en Belgique, etc.
bah, ces gens-là, en fait, sont déçus, ils restent toujours frustrés. Parce qu'en fait, ils retrouvent exactement les mêmes problèmes, en fait, dans ces pays-là. Parce que c'est l'Europe. Donc ça reste à peu près kiff-kiff. Donc j'ai envie de te dire, si tu as vraiment envie de te barrer, il faut sortir de l'Europe. Mais attention, quand tu sors de l'Europe, tu n'es plus en France. Donc tout ton mindset français, en fait, faut l'oublier, faut le laisser en France. Faut laisser tout ce qui t'a fait devenir un homme ou une femme en France, en France. Et il y a que comme ça en fait que tu réussiras ton expatriation. Et sincèrement, c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est un effort en fait qui est compliqué, euh, qui est vraiment pas fait pour tout le monde. Et c'est pour ça que je mets en garde les gens, surtout les jeunes, à vous dire, bah, vous expatriez pas comme ça du jour au lendemain. Faites attention. Il y a quand même beaucoup de concessions à faire pour pouvoir s'expatrier. Et je pense bah, au pays que moi j'ai fait, hein, par exemple le Maroc, il va falloir quand même mettre de côté, tu vois, sa pensée française, accepter d'être un immigré. Donc voilà, donc essayer de s'insérer dans une société qui n'est pas la tienne, avec des codes différents, avec une religion différente, avec des pratiques différentes, avec un niveau de respect différent, une manière de s'exprimer différente, une langue différente. Donc voilà, c'est quand même beaucoup de concessions. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles tu ne devrais pas quitter la France. Dumb motherfuckers, yo. Troisième raison pour laquelle tu ne devrais pas quitter la France, c'est la bouffe. C'est la bouffe. En France, on mange extrêmement bien. Même dans les pires trucs, franchement, tu manges à peu près bien. Alors après, il y a toujours des trucs. J'ai mon assistante qui m'a soufflé tout à l'heure. Ouais, les légumes sur les marchés en France, c'est dégueulasse. Ouais, ok, c'est du fruit espagnol, hein, tu vois, de la tomate espagnole plein de flotte, machin, qui a aucun goût. Et en ayant passé 7 ans au Maroc, je peux te dire que la différence avec les fruits et légumes, tu vois, elle est flagrante. Moi, j'ai jamais mangé aussi bien, enfin, des légumes aussi bons qu'au Maroc, par exemple. Parce que, bah, ils utilisent beaucoup moins de pesticides qu'en France et en Espagne. Parce que, bah, c'est une culture plus maraîchère que industrielle. Donc, voilà. Clairement, le légume est meilleur. Et j'ai retrouvé un peu le légume de mon enfance que je plantais dans mon jardin, tu vois, à la campagne, tu vois, ou quand je travaillais chez les paysans, chez les maraîchers, tu vois, on avait des vrais légumes à l'époque, mais je te parle ça dans les années 80, 90, dans les années 80 surtout. Donc voilà, depuis, ça a vraiment changé, hein. Donc les légumes, voilà, c'est un petit problème, mais tu peux trouver aussi des cultures maraîchères qui sont respectueuses, en permaculture ou autre chose. Alors le bio, c'est de la couille, hein, mais la permaculture, tout ça, ça permet vraiment d'éliminer pas mal de pesticides et donc de récupérer du goût dans le légume et d'avoir voilà une culture qui soit pas trop accélérée. Donc tu as un légume voilà de saison qui est bon, etc. Mais il faut mettre le prix en France. Voilà. Donc c'est un peu le désavantage. Par contre, au niveau, je veux dire, épicurien, tu t'éclates quand même en France parce que tu vois d'une région à une autre, tu as des spécialités de ouf. Je pense à la charcuterie, je pense au fromage, je pense au vin, je pense à tout ça. Franchement, quand tu es expatrié, ça te manque. À un moment ou à un autre, ça te manque. Même si t'es pas accroché à ça, tu vois. Moi, j'ai jamais été un fanat du porc, par exemple. Donc au Maroc, ça me manquait pas trop, si tu veux. Et encore, t'en trouves, hein, tu vois, sans problème, hein. Il y a des élevages, il y a tout ça. Enfin voilà, et puis ils en importent. Mais tu vois, j'étais pas forcément fan de ça, à part le jambon serrano. Mais bon, ça, c'est voilà, c'est hein, la crème de la crème. Mais au-delà de ça, voilà, tu vois, ça manquait pas plus que ça. J'ai toujours mangé halal en plus, donc voilà, même en France, pour des raisons économiques et de qualité, parce que je connaissais le boucher. Donc voilà, tu vois, ça m'a pas fait un grand changement, si tu veux, tu vois, en m'expatriant au Maroc, mais quand même, tu vois, le goût est différent, les bactéries sont différentes, tu vois, dans la bouffe, donc le goût est altéré, enfin, il est différent, quoi. Donc tout ça, ça peut manquer. L'alcool aussi, hein, tu vois, parce que bah, forcément, dans un pays musulman, tu te doutes bien que c'est un peu compliqué d'avoir de l'alcool, même s'il y en a aussi, hein, mais payer 80 balles ta bouteille de Johnny Walker dégueulasse, voilà, ça fait pas kiffer, quoi, tu vois. Et surtout que moi, j'étais un amateur de whisky écossais, donc forcément, tu vois, si tu veux une bouteille de Macallan, déjà en France, c'est 150 euros minimum, mais là-bas, c'est introuvable. Hein, même tu mets 500 euros, tu la trouves pas. Donc il faut l'importer toi-même, machin, c'est compliqué. Donc voilà, le vin, c'est pareil, tu vois, dès que tu veux un peu un vin de qualité,
Dès que tu as été expatrié, ben, c'est au restaurant que tu vas trouver le plus facilement, tu vois, du vin de qualité. Bon, faut être prêt à mettre au minimum 150, 200 euros la bouteille. Alors qu'en France, ce même vin servi dans le même restaurant te coûtera, je sais pas, entre 30 et 50 euros. Donc, tu vois, cette différence de prix pour des trucs qui te paraissent obvious, toi, parce que toi, tu as grandi avec, bah, à l'étranger, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est parfois, ça coûte parfois très cher de pouvoir te faire un petit plaisir comme ça de temps en temps. Je pense à Noël avec tu vois, les toasts de foie gras, tout ça. À part que si tu importes toi-même la marchandise, et encore faire attention aux frais de douane, machin, tout ça, à l'importation, et ben voilà, soit tu vas payer une fortune et en gros c'est de la merde, hein, tu vois, parce que ils vont importer en fait du truc un peu de supermarché, donc ça va être, tu vois, du truc haut de gamme. Si tu es habitué à manger des produits traiteurs ou des produits, tu vois, artisanaux, tu vois, spécifiques, tu les trouveras jamais à l'étranger, tu vois, c'est sûr et certain, donc il va falloir le faire toi-même, importer toi-même, c'est compliqué, ça demande du temps, ça coûte beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est une des raisons. Si tu es épicurien en France, ne quitte pas la France, franchement. Voilà, c'est un très beau pays, un très beau terroir, tu as tout ce qu'il te faut, donc profite bien des bons produits français. Et puis voilà, réserve une petite part quand je viens en France, ça me fera plaisir. Quatrième raison pour laquelle tu devrais jamais quitter la France, c'est les voitures. Si tu aimes les voitures, reste en France, crois-moi. Parce que à l'étranger, c'est hors de prix. C'est un truc de malade. Ne serait-ce qu'au Maroc, dis-toi que tu vas payer une fois et demie, voire deux fois la même bagnole que tu auras en France. Donc ça, c'est pour le marché de l'occasion. Pour le marché du neuf, c'est à peu près pareil. C'est beaucoup plus cher. C'est 20 à 30% plus cher. Et en plus de ça, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que si tu veux tel type de voiture, telle finition, tel machin, tel truc, tu l'auras pas. Tu l'auras pas, ou alors il va falloir attendre des 18, 24 mois, tu vois, pour essayer de l'obtenir. Et c'est plus 20 ou 30% que ça te couche en plus, hein. Je sais pas, c'est 200% de plus, quoi. Donc, tu vois, c'est un truc de malade. Ça devient indécent, quoi, tu vois. Je te cite un exemple. Je m'étais fait un kiff, tu vois, d'acheter une Alfa Romeo Stelvio, donc tu vois, un SUV, tu vois, chez Alfa, parce que j'ai toujours été intéressé par les Alfa Romeo, tu vois, j'aime bien le style italien, tu vois, de la voiture, tu vois, le moteur, le machin, enfin bref, je vais pas te faire le descriptif de la voiture, mais voilà, j'aurais aimé avoir cette voiture en Quadro Foglio. Donc c'est le moteur Ferrari en fait qu'il y a dans ce SUV et c'est donc le SUV le plus rapide au monde, machin bidule. Donc voilà, je te passe les détails, mais en gros c'était un SUV de 400, quasiment 500 chevaux avec un moteur Ferrari. Moi je voulais absolument celui-là. Je voulais pas le modèle diesel, je voulais pas le modèle essence, non, je voulais celui-là. Et j'ai mis à peu près 6 mois à peu près à avoir un oui pour avoir ce modèle-là. Donc à peu près 6 mois, hein, en faisant tous les concessionnaires Alfa Romeo, tu vois, du Maroc, hein. Vraiment tous faire, hein, même les importateurs, les ci, les ça, machin. Impossible d'avoir cette putain de bagnole neuve. Moi, je la voulais neuve. Donc voilà, j'ai vraiment fait des pieds et des mains, tu vois, pour l'avoir. Et à la dernière minute, on m'a dit, bah non, en fait, c'est pas possible. Donc je me suis rabattu finalement sur un modèle diesel. Alors j'ai pris le plus gros modèle diesel, machin, avec toutes les options, machin, avec la peinture tricouche, tout le bis, machin. Donc ouais, ok, tu vois. Donc c'est un truc qui m'a coûté à peu près 60 000 euros, tu vois. Alors qu'en France, il m'aurait coûté peut-être, je sais pas, 35, 40, tu vois, ou 40, 45, tu vois. Voilà, un peu moins cher. Donc déjà, tu vois, ça m'a coûté la peau des couilles, on peut dire. Donc voilà, tu vois, ça m'a coûté assez cher. En plus de ça, bah, il a fallu payer cash parce que, mine de rien, tu vois, le crédit, bah, quand tu es expatrié, bah, tu as pas le droit, ou alors tu as le droit, mais alors à des taux de crédit, franchement, hein, ça a un coût, voilà, à te laisser encore une fois la peau du cul, tu vois, sur le crédit. Donc ça peut monter jusqu'à des 20%, hein, tu vois, ils sont ouf, hein. Donc, et en plus de ça, au Maroc, je sais pas si c'est pareil dans tous les pays, mais en tout cas, tu payes les intérêts avant le crédit, quoi. C'est-à-dire que si tu prends un crédit sur 5 ans, bah, tu vois, la somme des intérêts, tu vas devoir la payer cash, en fait, à l'entrée du crédit pour avoir ensuite les mensualités. Donc,
tu vois, c'est tout un système, en fait, qu'en tant que Français, tu connais pas. Parce que en France, bah, tu vois des pubs à la télé sans arrêt où tu peux avoir une bagnole à 150 balles par mois, machin, en leasing, t'as zéro d'apport à faire, t'as la prime d'État qui fait je sais pas quoi, machin bidule. Donc voilà, tu vois. Et puis après, le marché de l'occasion en France est aussi assez fiable, si tu veux. Parce qu'une voiture qui a vécu 5 ans ou 10 ans en France n'est pas bonne pour la poubelle. Mais dans certains pays, dont le Maroc, ben, les voitures, en fait, prennent beaucoup plus de corrosion. Par exemple, moi, j'habitais sur la côte atlantique. Et ben, tu vois, et comme il y a pas de barrière rocheuse, si tu veux, tu vois, pour bloquer l'océan, bah, tout le sel marin, en fait, arrive sur les côtes. Donc en fait, si tu habites à moins d'un kilomètre, tu vois, de l'océan, et bah tu chopes tout ce sel marin, donc tout rouille, tout rouille. Alors une voiture neuve, tu vois, elle en 3 mois, 4 mois, en fait, elle est rouillée. Enfin, elle est rouillée, tu vois, aux endroits, enfin au boulon, machin, tout ça, tu vois, à la mécanique cachée, hein, pas sur la carrosserie, mais voilà, tu vois, il y a de la rouille. Au bout de 10 ans, bah, elle est piquetée de rouille un peu de partout, hein, tu vois, donc y compris la carrosserie. Donc voilà, les voitures vieillissent beaucoup plus vite. Et puis il y a le sable, la poussière, tout ça, tu vois, au Maroc, qui font vieillir aussi plus vite les voitures. Ensuite, c'est pas non plus la même culture, donc voilà, les entretiens des voitures sont faits de façon différente. Ouais, pas critiqué particulièrement, mais c'est fait de façon différente. Donc tu n'as pas non plus la qualité de service que tu peux avoir dans un concessionnaire premium, par exemple en France. Je me rappelle en France, quand j'achetais une BMW neuve, eh ben, ils me la mettaient dans un beau, bel emballage cadeau, avec la bouteille de champagne, le truc, le machin, tu vois, sur le piédestal, tu sais, de la concession, machin bidule. Il y avait une petite cérémonie, si tu veux, quand je venais chercher ma voiture, tu vois, neuve, tu vois, j'étais content, tu vois. Là, j'étais reçu un peu comme un prince, machin, tout ça. Là, j'achète un 4x4 à 60 000 balles, ouais, tout le monde s'en fout, en fait. Il était là, garé, j'ai signé les papiers, je suis parti avec, quoi. Donc, tu vois, tu sais, il y a tout ça, en fait, qui n'est pas, en fait, dans la culture, tu vois, du pays. Alors, tu vas me dire, peut-être, je suis pas tombé sur le concessionnaire, je sais pas, comme un chabidule. Bon, c'était le plus gros concessionnaire de Casa quand même, hein, tu vois. Je suis pas allé non plus chez le petit machin, tu vois, perdu dans la pampa, hein. Quoi qu'il en soit, si tu aimes les voitures, si tu aimes changer régulièrement de voiture, si tu aimes, voilà, tu vois, acheter bah, des grosses voitures, des machins, des trucs un petit peu spécifiques ou importer tes voitures de l'étranger, etc. Franchement, la France, c'est l'idéal, même si tu es surtaxé. Parce que avec les bonus, malus, machin bidule, tu te fais défoncer sur les cartes grises. Mais voilà, tu as quand même le choix d'utiliser ton argent comme tu en as envie. Alors qu'à l'étranger, ben, même si tu as du pognon, ben, parfois c'est difficile d'obtenir voilà, la voiture que tu veux. Et ici à l'île Maurice, je veux dire, c'est encore plus cher. Les voitures ici, c'est 3 fois le prix de la France, quoi. Donc voilà, une bagnole qui a 10 ans ici, elle va valoir encore 15 000 euros, alors qu'en France, elle en vaut 5 000, quoi, tu vois, c'est 3 fois le prix. Donc voilà. Donc pense bien que si tu aimes les voitures, les motos, c'est pareil, hein. Voiture, moto, machin, en France, franchement, tu es mieux, quoi. Cinquième et dernière raison pour laquelle tu ne devrais pas quitter la France, c'est si tu es salarié en France. Si tu es salarié en France, il y a très peu de chances que tu puisses travailler en tant que salarié dans le même poste à l'étranger. Il y a très peu de chances que ce soit le cas. Alors, il y a certaines catégories, voilà, de métiers qui sont recherchés à l'étranger et tu peux avoir la correspondance en fait, voilà, et trouver un poste à l'étranger. Mais déjà, ce sera pas dans tous les pays, hein, ça va être des pays spécifiques, donc peut-être pas forcément le pays dans lequel tu rêves d'habiter. Donc voilà, ça peut être une barrière. Si tu pars les couilles à la main en disant ouais bon, voilà, j'ai quitté mon emploi en France, j'ai touché mes indemnités de départ, j'ai le chômage, alors je peux me barrer machin. Ne crois pas que ça fonctionne comme ça. Techniquement, au chômage, tu as le droit de t'absenter 30 jours de la France. Au-delà, bah, t'as plus le droit de toucher tes allocations chômage, donc voilà. Hein, alors à moins que tu sois dans la fraude, mais sinon voilà, c'est pas permis. Donc voilà, donc ça c'est une première raison, hein, qui est une première raison économique. En plus de ça, à l'étranger, bah, les diplômes ou l'expérience que tu as acquis en France n'est peut-être pas reconnue à sa juste valeur, donc tu vas peut-être avoir une diminution de ton salaire. Hein. Ne pense pas que c'est parce que tu vas à l'étranger que tu vas avoir une augmentation. C'est souvent le cas inverse. Hein. Souvent tu fais une concession sur ton salaire, donc
à la baisse. En plus de ça, voilà, il y a toute une procédure à faire pour embaucher un salarié à l'étranger. Et ça, la plupart des pays l'ont imposé, hein, contrairement à la France d'ailleurs, ce que je trouve inconcevable. Mais dans la plupart des pays, tu dois justifier, en tant qu'employeur, d'embaucher un étranger. C'est-à-dire que tu dois avoir fait les recherches nécessaires pour embaucher un local d'abord, hein, et que tu n'as trouvé personne, et qu'à ce moment-là, tu recrutes un étranger. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir faire une demande de permis de travail, etc., pour ton employé. Donc il y a très peu d'employeurs qui veulent se faire chier avec cette procédure-là. Donc même si toi, tu vois, tu es quelqu'un de très bon dans ton métier, voilà, tu as de bonnes références, etc., et tu crois que tu vas partir à l'étranger comme ça en claquant des doigts, et que l'employeur va te recevoir les bras ouverts en disant «Oh, le Messie français est arrivé», tu te trompes. Tu te trompes, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et faut te dire aussi que même dans les pays sous-développés, voilà, en Afrique ou autre part, en Asie, etc., bah, il y a des gens aussi très qualifiés. Tu vois, il y a des gens très qualifiés. Je prends l'exemple encore une fois du Maroc parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps. Il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés qu'en France. Crois-moi, ils ont fait beaucoup plus d'études que certains Français au même poste et donc sont aptes en fait à prendre le travail à ta place. Et ce qui est normal parce que eux enfin, ils sont chez eux, quoi. C'est dans leur pays. Donc c'est normal qu'ils passent devant toi. Donc ne pense pas que c'est parce que tu es étranger que ça se passera mieux. C'est pas tout le temps le cas. Fais bien tes recherches à l'avance si vraiment c'est ton ambition, voilà, de partir salarié à l'étranger. Et dis-toi aussi que la plupart du temps à l'étranger, il n'y a pas de sécurité de l'emploi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te faire licencier en fait très rapidement, contrairement à la France où il y a une protection sociale quand même, des syndicats, des ci, des ça, qui empêche un petit peu le licenciement abusif ou rapide. À l'étranger, ça se passe pas du tout comme ça, hein. Tu vois, de la veille au lendemain, tu peux être jarté. Et puis après, tu te retrouves bah, sans chômage, sans aide, sans rien en fait. Tu vois, donc t'as que tes yeux pour pleurer, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expatriation, hein, et c'est bien le mot, hein, pour le coup, c'est expatriation. Quand tu es salarié, tu vas travailler à l'étranger, c'est expatriation, qui se passe mal à cause de ça. Donc prends bien conscience de ça, même si on te l'a déjà dit, je crois que le fait de te le redire, c'est une bonne chose. Et pareil, si tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais être entrepreneur, hein, parce que c'est plus facile. Bah, si tu as jamais été entrepreneur en France, il y a très peu de chances que tu y arrives à l'étranger. Tu vois, il faut comprendre que, tu vois, ça s'improvise pas. On n'est pas tous nés pour être entrepreneur. Voilà, c'est la réalité. Et il y a pas de vocation particulière à être entrepreneur, mais c'est quand même, tu vois, un mindset particulier. C'est quand même, tu vois, une somme de pression, en fait, que t'as pas l'habitude quand tu es salarié. Tu dois te démerder tout seul, quoi. Je veux dire, le pognon, faut aller le chercher. Et donc ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc monter une société pour se barrer à l'étranger, ça facilite effectivement la formalité, etc. Voilà hein, pour avoir le permis de travail, mais c'est pas forcément bon pour toi, quoi. Tu vois, c'est ça que je suis en train d'essayer de t'expliquer. Et il y en a d'autres qui comptent en fait sur des sociétés françaises pour travailler à distance, tu vois, en télétravail depuis l'étranger. Sache aussi que ça a des limites. J'ai des amis qui le font, mais en fait, ils passent leur temps en fait dans les avions en fait à bien faire des rendez-vous en France parce que même si tu es employé en télétravail, tu vois, donc à distance, et ben tu as une part de présentiel quand même dans ton emploi et ton patron peut te faire venir un peu n'importe quand. Donc ces gens-là, en gros, bah, ils n'ont pas beaucoup de vie de famille à cause de ça. Et donc j'en connais beaucoup, ils sont très malheureux à avoir ce mode de vie. Donc voilà, quitte à faire ça, installe-toi dans une campagne en France, même dans le trou du cul du monde si tu veux, tant que tu as Internet, pour pouvoir travailler, mais tu seras beaucoup plus heureux qu'à l'étranger. Donc je pense que c'est une bonne raison de ne pas quitter la France, voilà pour ça. Pour clôturer cette vidéo qui n'a que trop duré encore une fois, je voulais te dire aussi que si ton ambition c'est de quitter la France pour faire une optimisation fiscale, sache que tu es un gros con. Parce que il n'y a pas besoin de quitter la France pour optimiser sa fiscalité. Voilà.
Donc il y a des experts pour ça, va voir des experts, va consulte des fiscalistes, hein, c'est leur travail. Ils vont t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir optimiser ta fiscalité en France, de façon à ce que ça te coûte moins cher, que tu puisses investir à l'étranger, peut-être même avoir des sociétés offshore, tu vois, pourquoi pas. Hein, c'est légal d'avoir une société offshore, dès l'instant où tu la déclares. Partir à l'étranger, comme j'en vois tant, hein, ils partent tous à Dubaï ou je sais pas où, ça c'est des gens qui, in fine, vont se faire enculer. Ils vont se faire enculer quelque part. Ou monter des sociétés en Estonie, machin, bidule, et ne pas les déclarer en France. Tout ça, c'est une mauvaise idée. Si tu as une société à l'étranger, tu es obligé de la déclarer où tu as ta résidence fiscale, donc en l'occurrence en France. Tout quitter comme ça, quitter sa famille, quitter ses repères, enfin tout quitter, tout ça pour optimiser sa fiscalité, c'est complètement débile. C'est complètement débile. En plus de ça, je te parie que dans les 2, 3, 5 ans maximum, tu es de retour en France. Parce que tu vas pas supporter. Tu es parti pour les mêmes mauvaises raisons. Donc finalement, tu vois, tu vas pas supporter. Tu vas pas supporter la culture des autres. Tu vas pas supporter les rites des autres, leur façon de penser, leur façon de réagir, leur façon de bouffer, leur façon d'être propre ou pas propre. Enfin bref, tu vois, ça peut vite te monter à la tête tout ça. Tout ça parce que tu as voulu optimiser ta fiscalité et d'avoir 0% d'impôt, ce qui n'existe à peu près pas. Hein, tu vois. Et quand ça existe, c'est que tu es sur une île tout seul. Hein. Là, ça existe. Ouais. Paradis fiscal, tu sais, aux îles Caïmans, aux Antigua, machin, tout ça, ouais, ça existe. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu vois, tu vis de noix de coco et d'eau fraîche. Voilà, tu vois, c'est tout ce que tu as. Même Internet, c'est ravitaillé avec les corbeaux. Donc voilà, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Vaut mieux payer un petit peu, voilà, et être heureux, quoi, tu vois. Et pareil, si tu as une famille et des enfants, pense à eux aussi. Tu vas les amener à l'autre bout du monde pour optimiser ta fiscalité. Mais t'es un père de merde, j'ai envie de te dire, moi. Donc réfléchis à tout ça. Réfléchis au fait que voilà, l'expatriation, bah, c'est un investissement personnel avant tout, et pas forcément une optimisation fiscale. Et crois-moi, si je suis à l'île Maurice, c'est pas pour optimiser ma situation fiscale, parce que mine de rien, elle n'a pas changé. Voilà, moi je suis toujours résident fiscal français, donc je paye mes impôts en France, donc ça change rien. Ici, tu vois, j'ai un visa de beau gosse ici, tu vois. En fait, on s'en fout, quoi, tu vois, que je sois ici ou ailleurs, tu vois, de toute façon, c'est pareil. Moi, je travaille sur Internet, je paye mes impôts en France et puis basta, quoi. Donc, tu vois, c'est pas pour optimiser que je suis venu ici. C'est juste parce que ma femme est mauricienne, j'ai la moitié de mes enfants qui sont mauriciens, donc voilà, c'est un petit retour aux sources pour eux, ça leur fait plaisir. Et moi, j'ai toujours voulu venir ici depuis que je suis gamin, depuis que j'ai 17 ans, que j'ai connu mon épouse. J'ai voulu venir ici à l'île Maurice parce que c'est beau. Parce que c'est beau et voilà, que la vie semble plus cool sur une île paradisiaque qu'en France. Voilà, c'est juste ça. Mais encore une fois, c'est mes attentions, mes attentes personnelles que j'ai remplies avec ça, que j'ai comblées avec ça. C'est pas forcément les attentes de tout le monde et je le comprends tout à fait. Donc pense bien à ça. Ne t'expatrie pas parce qu'il y a une espèce de mode là à se barrer, machin bidule. Pense-y quand même parce que ces histoires avec Macron et ses potes de la BCE là, tu vois, ça commence à être craignos quand même. Hein, la chute de l'euro vis-à-vis du dollar, ça doit quand même te faire une alerte, hein, tu vois, pense à ça. Si tu as ce qu'il faut pour le faire, fais-le. Mais si tu n'as pas ce qu'il faut, ne te force pas, cherche simplement à optimiser ta vie en France. Et crois-moi, c'est tout à fait possible. Il suffit simplement de réfléchir avec ce que tu as. Et crois-moi, en France, tu as quand même beaucoup d'outils pour être heureux. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, je me donne beaucoup de mal, donc file-moi un like, abonne-toi à la cloche abonnée. Et si tu veux rejoindre la Nation Divergente, c'est ici, tu vois, il y a le QR code ici à scanner. Tu retrouves les liens en description comme d'habitude. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, stay safe. Ciao.